Ils ne pensent qu'à ça, mais vraiment qu'à ça, le conflit israélo-palestinien. Comme s'il s'agissait du seul conflit au monde. Eux, ce sont les enragés de Sion, des groupes excessivement pro-israéliens ou pro-palestiniens qui s'opposent donc, mais se ressemblent parfois. Leur premier point commun, c'est de fantasmer sur les médias, systématiquement accusés d'être à la solde de leurs adversaires. Alors avant de me lancer, j'ai eu envie de prendre un café avec une journaliste qui connaît bien la difficulté d'aborder un tel sujet. Une ancienne reporter de TF1 qui a souvent couvert le conflit au Moyen-Orient et dirigé le département arabe de France 24, Naïda Nakad. Naïda Nakad, bonjour. Bonjour. Dites-moi, quand on est journaliste, traiter le conflit israélo-palestinien, c'est la pire des choses, non? C'est la pire et c'est un des sujets les plus intéressants. La pire si on ne connaît pas. C'est vrai que pour couvrir le conflit israélo-palestinien, il faut connaître l'histoire, il faut connaître aussi tous les développements. Parce que, un, on peut faire des erreurs sans le vouloir. Deux, on peut subir la propagande de certains ou même croire des choses qui ne le sont pas. Et c'est là où on peut se faire attaquer d'un côté ou de l'autre. Si on écoute soit les ultra-antisionistes, soit les ultra-pro-sionistes, à les en croire, les médias français sont tous vendus. Alors ils sont, pour les uns, vendus à la propagande israélienne, pour les autres à la propagande palestinienne. Donc ça veut dire que le journalisme français peut être fier de sa couverture du Moyen-Orient, parce que si on est attaqué par les deux, c'est ce qu'il y a de mieux, généralement. Alors, est-ce que l'une des clés qui explique pourquoi ce conflit déclenche autant de passion, c'est pas qu'il est exactement sur la frontière entre deux cultures politiques, deux sensibilités très différentes? Soit on est très anticolonialiste et on s'identifie forcément aux Palestiniens qui subissent sur certains territoires une forme de colonisation, soit on s'identifie à la culture politique antitotalitaire qui est marquée au fer rouge par la Shoah, et on trouve insupportable que ce conflit réactive à la fois l'antisémitisme ou le soutien à des islamistes que l'on sait être antisémites. Oui, certainement, mais il y a également aussi le fait religieux. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en Palestine, Israël, il y a des chrétiens, il y a des juifs et il y a des musulmans. Et que la culture judéo-chrétienne européenne fait qu'on se sent proche de cette région du monde qui est le berceau de ces religions. En plus, il y a effectivement des chrétiens, des juifs et des musulmans en France. Donc il y a toutes les composantes pour intéresser et pour passionner les Français en particulier et les Européens en général. Alors, je ne sais pas si on arrivera à être, nous, équitables dans cette émission. Je pense que c'est impossible. En tout cas, on va essayer de parler des deux extrêmes, ceux qui utilisent la cause palestinienne pour soutenir des islamistes ou libérer leur antisémitisme, et ceux qui utilisent le chantage à l'antisémitisme pour défendre la cause israélienne. On va commencer par les premiers. Nous vaincrons le racisme. Nous vaincrons le racisme. Nous vaincrons le capitalisme. Nous vaincrons le capitalisme. Nous vaincrons l'impérialisme. Nous vaincrons l'impérialisme. Nous vaincrons le colonialisme. Bienvenue à la marche annuelle de ceux qui se disent indigènes de la République. Palestine vivra. Palestine vaincra. Un mouvement censé lutter contre le racisme et le sionisme, mais qui se sert surtout de ses causes pour défendre les radicaux islamistes contre toute critique, immédiatement taxés d'islamophobes. Par le jambon, non à l'intégration. Par le jambon, non. Sur la Palestine, les indigènes de la République ont choisi leur camp, celui de la résistance terroriste version Hamas. Cheikh Yassine, qui est un héros de la révolution palestinienne, de la résistance palestinienne contre l'occupant sioniste, a été assassiné par les sionistes. Et ce n'est pas un propos isolé. Sur son site, le mouvement des indigènes de la République détaille les raisons pour lesquelles il soutient l'action armée d'un groupe comme le Hamas. Ne pas soutenir Hamas et le reste de la résistance armée, c'est faire le choix implicite d'une stratégie basée sur la seule négociation telle qu'elle est portée par la direction du Fatah. C'est dire si les indigènes de la République ne sont pas vraiment des antisionistes modérés. Et pourtant, il y a un homme dont même eux ne veulent plus entendre parler.
La figure emblématique de toutes les dérives déshonorant l'antisionisme, un humoriste devenu moins drôle, Dieudonné. Il y a quelques années, l'humour de Dieudonné, c'était ça. Un duo avec Elie Semoun et un humour populaire qui se moquait du racisme. Trop loin là, dis donc, Cohen. Ce que je comprends, moi, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète ce que tu as dit. Vas-y, répète ce que tu as dit. Tu veux que je répète, Cohen? Ah bon, maintenant, vous nous gardez 45 ans, nous t'en es boulot, mais ouais. 20 ans plus tard, Dieudonné est passé de l'humour faisant rire les antiracistes à celui faisant rire les antisémites. C'est même le titre de son dernier film, L'antisémite. C'est toi qui as raison, mon cœur. Je suis antisémite. C'est clair, les Juifs contrôlent tout, les médias. Une provocation façon Dieudonné, où il tient le premier rôle déguisé en nazi et convoque le second degré pour mieux se moquer de la Shoah. Nous devons les exterminer. Il faut que tu fasses peur à la ménagère de moins de 50 ans, au bobo de gauche, au cadre commercial de droite. C'est ça ton rôle, mon bichon. Dieudonné, la nouvelle bête immonde. Fais-moi la bête. On a compris. Fais-moi ta grosse bête. Comment Dieudonné en est-il arrivé là? C'est l'histoire de cette bascule très politique et parfois irrationnelle que nous allons vous raconter. Vive Hitler. Dès le départ de cette enquête, nous avons demandé à interviewer l'humoriste pour entendre sa version. Nous sommes même allés chez lui, au théâtre de la Main d'Or, sans succès. Toutes nos demandes ont été rejetées. L'homme qui se plaint d'être boycotté par les médias a développé une véritable paranoïa à leur égard. Pour raconter son histoire, il a donc fallu puiser dans les archives quand on nous les a autorisées. Celles de son sketch ayant créé la polémique en 2003 sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel ne sont plus accessibles. La production semble craindre un procès de l'humoriste. Ce jour-là, il a choisi d'incarner un drôle de personnage, un fondamentaliste juif présenté comme un colon israélien faisant le salut nazi, mais qui conseille surtout aux jeunes des cités de se convertir à l'axe américano-sioniste pour réussir dans la vie et les médias. On a cru à une simple provocation. C'est en fait le symptôme d'une dérive qui a commencé beaucoup plus tôt et va s'accélérer lorsque des radicaux juifs se mettent à attaquer les spectacles de Dieudonné en représailles. On a le droit de le juger, de le traîner en justice, on a le droit de manifester contre lui, mais la liberté impose qu'on laisse les gens qui veulent voir son spectacle aller voir son spectacle. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais Dieudonné est rongé par un ressentiment qui le pousse à la surenchère. Sur ces images, filmées lors d'une conférence de presse en Algérie, il semble persuadé qu'il n'a pas pu financer un projet de film sur l'esclavage à cause du lobby juif dans le cinéma. C'est-à-dire qu'avec l'argent public, on fait 150 films sur la Shoah. Moi, je demande d'en faire un sur la traite des Noirs. On me dit que ça n'est pas un sujet de film. C'est une guerre qui est déclarée culturellement au monde noir. Et il est normal que le monde noir se réponde. Et qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on en parle, mais qu'on n'essaye pas de cette façon-là, de manière aussi... Moi, je parle aujourd'hui de pornographie mémorielle. Pornographie mémorielle. Le mot est lâché et lui vaudra d'être condamné. Mais Dieudonné persiste. À ses yeux, on commémore trop la Shoah et jamais l'esclavage. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de commémoration sur les 400 ans de l'esclavage? En réalité, les commémorations sur l'esclavage existent et font même l'objet d'une journée nationale. Mais ça ne compte plus. Aux yeux de l'humoriste, régulièrement poursuivi pour des propos incitant à la haine et désormais obsédé à l'idée de relativiser l'extermination de 6 millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut arrêter de hiérarchiser les souffrances. Il n'y a pas une souffrance au-dessus des autres. Il faut arrêter d'organiser cette compétition victimaire que veulent les associations qui voudraient nous faire croire qu'il y aurait une sainte Shoah au-dessus de toutes les souffrances. Étape ultime, nous sommes en 2008, au Zénith de Paris. Dieudonné a décidé de faire monter sur scène le plus célèbre négationniste des chambres à gaz, Robert Forisson, et même de lui faire remettre un prix par un homme déguisé en déporté. De venir remettre à Robert le prix de l'imfréquentabilité et de l'insolence. Jackie, dans son habit de lumière,
Une mise en scène condamnée pour injure à caractère raciste qui ravit son public. En langage courant, cela s'appelle inciter à la haine. Mais Dieudonné, lui, n'y voit qu'un bras d'honneur et croit tenir tête à un complot médiatique raciste. Sans voir qu'on lui reproche exactement le contraire, d'être devenu raciste. La haine de l'autre. Tu es différent de moi, tu es quelqu'un d'autre, j'ai envie de te détruire, toi. J'ai un projet, te nuire au maximum. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes, j'ai nommé bien sûr le crime de lumière. Ne riez pas. La Shoah. Shoah, nanas. Mais arrêtez, putain! Dieudonné est allé tellement loin que ses amis d'hier disent ne plus le reconnaître. Ça m'a vraiment blessé. C'est horrible de travailler avec un mec et puis après de l'entendre dire des horreurs sur les juifs. Et depuis qu'il est obsédé par les juifs, l'humoriste a de nouveaux amis, plus politiques. Vous êtes une partie des esprits libres et vous êtes le bienvenu au Front National. En 2006, il décide de se rendre à la fête annuelle du Front National et va tout particulièrement s'entendre avec Bruno Gollnisch, connu pour sa défense des écrivains négationnistes. Je visite, là, ah bah voilà. C'est l'antre de la bête immonde, disent les malveillants. Quant à Jean-Marie Le Pen, il n'est pas rare de le voir assister au spectacle de Dieudonné. L'humoriste lui a même demandé d'être le parrain de l'un de ses enfants. Entrez. Le bus Rosa Parks. En 2009, Dieudonné sort officiellement du registre de l'humour pour entrer en politique. Il est entouré d'une forêt de caméras car il s'apprête à déposer une liste de candidats aux élections européennes sous l'étiquette d'un nouveau parti, le Parti antisioniste. Il y a là, pour la première fois dans l'histoire des élections en France, un nouveau clivage qui se propose. Sioniste, antisioniste. Et nous sommes le seul parti antisioniste face à une multitude de partis sionistes. Une drôle de liste en vérité, où l'on trouve aussi bien des candidats d'extrême droite que d'extrême gauche, mais aussi des islamistes et des complotistes. Nous sommes au théâtre de la Main d'Or. Les journalistes ont été convoqués pour une conférence de presse du parti antisioniste. L'un des candidats avec qui parle Dieudonné s'appelle Christian Cotten. Et il est persuadé que des complots se préparent pour asseoir un nouvel ordre mondial. Personne, je dis bien personne, ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial. Il est par exemple convaincu que le virus H5N1 a été inventé pour nous injecter des puces dans le corps à notre insu. Je ne vais pas parler tout de suite de la puce que les technologies savent parfaitement injecter dans les campagnes de vaccination. Mais j'en parle pas, quoi. Et de fait, c'est légèrement hors sujet. Car l'obsession de tous ces candidats est ailleurs. Donc, non. Alors, j'ai été très vigilant. Nous avons été, moi et l'équipe de campagne, extrêmement vigilants sur le fait qu'il n'y a absolument aucun antisémite dans la liste. Vous pouvez le constater par vous-même. Une promesse qui fait rire les colistiers de Dieudonné et ne va pas résister longtemps aux questions posées par la salle. Je suis étudiante en droit à la Sorbonne. Premièrement, en fait, on sait que l'histoire de 39-45, qui est très très riche pour nous, en tant qu'étudiants, est très très importante et qu'elle a été falsifiée, qu'aujourd'hui elle est manipulée par les sionistes. Elle sert à légitimer leur politique, alors que de grands auteurs comme Roger Garaudy, qui a dénoncé l'islamisme. Roger Garaudy, c'est un écrivain négationniste, condamné pour contestation de crimes contre l'humanité et incitation à la haine raciste. Mais approuvé par Dieudonné et le numéro 3 de sa liste, l'écrivain Alain Soral. Orwell disait « Qui contrôle le présent contrôle le passé, qui contrôle le passé contrôle l'avenir ». C'est une constante anthropologique, c'est évident. Donc nous, on ne peut jamais s'insurger contre
la dimension mensongère de l'histoire officielle, mais comprendre la fonction de l'histoire officielle, que ce soit l'histoire officielle de la République française diabolisant l'Ancien Régime, l'histoire officielle du FLN diabolisant la colonisation française. Vous avez bien entendu. Alain Soral sous-entend que l'on a diabolisé la colonisation. Ce n'est pas surprenant, venant d'un écrivain d'extrême droite qui conseillait Jean-Marie Le Pen et le Front National juste avant de rejoindre le parti antisioniste. Mais l'homme le plus important de cette liste, c'est lui. Son trésorier et surtout son véritable organisateur. Le sionisme est la maladie qui gangrène notre société. Chrétiens, reprenez du courage et levez-vous. Vous êtes une chevalerie. Votre pays est en danger. C'est un religieux qui vous le dit. Aujourd'hui, francs, unis, juifs, chrétiens et musulmans, contre le sionisme, libérons la France. Le monde sera libéré. Yahya Goasmi donne un peu le sentiment de prêcher. Et là non plus, ce n'est pas étonnant. Car il préside le centre Zahra, une association islamiste chiite, proche du régime iranien, très impliquée dans l'organisation de ce nouveau parti. Nous sommes les antisionistes de France. À partir de la France, dans tous les pays d'Europe, il va y avoir des partis antisionistes. Et le 7, vous verrez la victoire qu'on va avoir. Et alors, vous allez courir après Dieudonné pour des choses que vous apprendrez après. Et certains seront tendus à la libération. La prophétie est loin de s'être réalisée. Malgré une certaine médiatisation, même critique, la liste du parti antisioniste n'a pas dépassé les 1% au niveau national. Dieudonné est parti se consoler auprès de ses nouveaux alliés, en Iran, où il est souvent invité. Pays formidable qui résiste contre la dictature sioniste et américaine dans la culture. Moi, je me suis confronté au lobby sioniste en France et je dois dire que je me sens bien ici. Au moins ici, je peux parler librement. Je peux faire l'interview, je peux discuter avec les journalistes et donner mon point de vue. Il y a une liberté d'expression qui n'existe pas en France. Drôle d'éloge, quand on sait que le président iranien, que Dieudonné est venu saluer, est responsable de l'une des plus féroces répressions de notre époque. La République islamique n'hésite ni à tuer, ni à torturer ses opposants, et ceux qui aspirent à la liberté d'expression dans ce pays. Des morts qui n'empêchent pas Dieudonné de soutenir sa propagande, pas n'importe où. Sur la télévision francophone de la dictature. L'heure est venue à un front plus large de s'unir vraiment contre le sionisme. Les musulmans doivent tendre la main aux chrétiens et les chrétiens qui sont aujourd'hui perdus doivent rejoindre l'islam ouvert, cet islam moderne qu'a lancé, enfin cette révolution islamique qu'a lancé Imam Khomeini, qui est une perspective en fait très très large, très universelle, qui concerne en fait la planète tout entière, tous les continents, se battre contre l'injustice, et l'injustice elle a un nom, elle s'appelle le sionisme. Dieudonné n'est pas simplement un ami du régime iranien, c'est aussi son obligé, car c'est en Iran qu'il est venu chercher l'argent pour produire son prochain film. On n'est pas là pour vendre des marques, pour être sponsorisé par des marques de Coca-Cola, par la finance hollywoodienne, l'argent sale d'Hollywood. On veut de l'argent propre, c'est-à-dire que je veux que ce film soit financé proprement. Parce que le sujet est propre et je voudrais qu'il conserve une certaine dignité, c'est pour ça que je préfère le faire ici. Ce prochain film devait porter sur l'esclavage. Il porte finalement, comme toujours, sur les obsessions de Dieudonné. Nous ne pouvons pas vous montrer ce film sans visa d'exploitation. Seulement sa bande-annonce et des photos. Comme celle-ci,
tiré de l'une des scènes où le personnage de Dieudonné écrase ce qu'il appelle la Sainte Shoah en compagnie de l'écrivain négationniste Robert Forisson. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud, ananas. La cause palestinienne pouvait-elle justifier tous les excès? Il était temps d'en débattre. Avec des antisionistes déterminés, mais plus rationnels que Dieudonné. Nous sommes à une manifestation du mouvement Euro-Palestine, qui se réunit presque chaque dimanche pour demander la dissolution d'un groupuscule juif extrémiste, la LDJ. Il y a peu de médias présents, sauf nous, mais pas pour longtemps. Car sa présidente, Olivia Zemmour, refuse d'être filmée par nos caméras. Excusez-moi, je n'ai pas envie que vous me filmiez. Vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît? Sur la rue. Oui, non, mais d'accord, mais est-ce que vous pouvez venir devant, monsieur, là? Si elle ne veut pas que vous tournez pas, là-bas, voilà. Nous avons repris rendez-vous, quelques semaines plus tard, avec le numéro 2 de l'association, Nicolas Chachahani, qui cette fois a bien voulu nous parler. Nicolas Chachahani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'il y a un lobby dans les médias qui vous empêche de critiquer Israël? Il y a d'une manière générale effectivement un deux poids deux mesures incontestable entre la parole pro-palestinienne et la parole pro-israélienne. Moi, c'est la première fois. C'est la première fois. Ça fait l'association Euro-Palestine, dont je suis un des fondateurs, existe depuis 10 ans. Elle est dans le paysage du mouvement de solidarité avec la Palestine en France, incontestablement. C'est la première fois en 10 ans que je suis devant une caméra de télévision. À propos du deux poids deux mesures, il y a quelqu'un dont c'est la spécialité de dénoncer le deux poids deux mesures, avec qui vous avez fait un bout de chemin, Dieudonné. Aujourd'hui, vous vous sentez toujours proche de ses positions ou plus du tout? Non, je pense que vous le savez. C'est-à-dire que nous avons fait un bout de chemin de plusieurs mois, il y a très exactement 8 ans. Depuis 8 ans, nous n'avons plus aucun contact avec Dieudonné. Dieudonné est quelqu'un que nous avons salué, défendu. C'est un homme de spectacle. C'est un homme qui a été l'objet d'un boycottage. Et pour un artiste, c'est dramatique, puisque c'est son gagne-pain de la part des médias. Et c'est, à mon avis, une des raisons, parmi les plus importantes, qui l'ont conduit sur la pente glissante des dérapages, et jusqu'à arriver à des trucs dégoûtants et invraisemblables, comme cette histoire avec le déporté Forisson en pyjama rayé, etc., etc. Je veux dire, c'est une autre sphère. En parlant de boycott, vous êtes pour qu'on boycotte les produits israéliens, ce que je peux personnellement tout à fait comprendre, mais vous êtes aussi pour qu'on boycotte les échanges avec des intellectuels israéliens? Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Les universitaires, les artistes, les intellectuels qui ont signé la charte de boycott d'Israël sont très clairs là-dessus sur la règle du jeu. C'est-à-dire, ils appellent au boycott de tout ce qui porte l'estampille de l'État et du gouvernement israélien. Ça n'est pas un boycott d'un intellectuel ou d'un individu israélien lambda. Parlons des moyens plus violents. Parlons de la lutte menée par un groupe comme le Hamas. Vous n'allez pas jusqu'à soutenir ce type de résistance? On soutient le droit à la résistance armée du peuple palestinien. Donc vous soutenez le fait de pouvoir tuer des enfants, des civils, sous prétexte de la résistance? Non, c'est pas sous prétexte. Les attentats contre les civils, nous les condamnons. Mais nous commençons par condamner également les attentats, le terrorisme d'État israélien pratiqué à l'encontre de civils et pratiqué, lui, de manière non aveugle, parce que l'armée israélienne a des moyens technologiques infiniment plus compétents que les roquettes Qassam ou autres qui frappent aveuglément
ce qu'elle trouve, c'est-à-dire rien le plus souvent, et parfois des enfants israéliens, parfois des civils, etc., etc. Regardez le dernier... Excusez-moi, Nicolas Chachani, parce que vous faites une équivalence comme si le fait qu'il y avait un conflit armé justifiait de tuer des enfants. Donc c'est quand même assez grave. La vie d'un enfant israélien vaut moins que la vie d'un enfant palestinien? Non, pas du tout. Sauf que dans un cas, c'est pas bien de les tuer, dans un autre cas, c'est bien. Non. Si, dans un cas, vous approuvez, non, dans un cas, vous me posez la question d'emblée sur le Hamas sans le replacer dans son contexte, qui est une agression avec des moyens infiniment plus développés, ceux de l'armée israélienne. Vous n'allez pas comparer les moyens militaires d'Israël à ceux du Hamas, et que, à mon avis, vous ne pouvez pas poser la question des attentats, enfin, ou des violences exercées par le Hamas ou tout autre groupe armé de résistance palestinienne, indépendamment de la violence armée exercée par Israël. C'est toujours pareil avec ce conflit. Tout le monde voit toujours la violence dans l'œil de l'autre et jure qu'il n'a pas commencé. Mais ce n'est pas le sujet. Cette enquête porte sur la France et il est temps de faire connaissance avec d'autres enragés, ces ultra-sionistes dont Euro-Palestine réclame l'interdiction. Avec leurs casques de moto et leurs visages masqués, on pourrait croire à un rassemblement d'extrême droite. Sauf qu'ici, on arbore des drapeaux israéliens et un sigle jaune, celui de la Ligue de défense juive. L'organisation la plus radicale se revendiquant du sionisme. Ce soir-là, elle manifeste pour dire son soutien inconditionnel à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien en visite à Paris. Nous sommes venus lui dire que nous sommes plus que jamais aux côtés d'Israël. Nous sommes venus lui dire que la LDJ ne laissera pas Israël se faire insulter et maudire sans réaction. Enfin, nous sommes venus lui rappeler la fameuse déclaration de feu Menachem Begin. Tant que Tsahal sera puissant, il n'y aura plus de nouvel holocauste. Never again! Am Israël! On sera toujours là! Am Israël! Un soutien clair au nationalisme israélien qui réunit aussi des militants de l'amitié judéo-noire. Avec la présence du Premier ministre israélien ici, nous sommes venus montrer que les Juifs du monde entier sont mobilisés pour tout ce qui touche à Israël, parce que c'est le seul État juif que nous ayons. Nous n'avons pas d'autres pays. Les ultrasionistes acceptent tous les Juifs, quelle que soit leur couleur de peau. Ils seraient plutôt du genre méfiant envers certains non-juifs. Je trouve pas ça normal que quand je sors de l'école, j'ai 5 maghrébines de religion musulmane qui viennent m'agresser et que moi je suis là pour me défendre et que ça se termine en procès parce que j'étais juive et que je devais pas mettre une Magen David alors que la règle n'était même pas passée encore, je me rappelle à l'époque. À l'époque, on avait le droit de mettre un signe distinctif au collège. Nous sommes en France, chez nous, ici chez nous, pardon. Et donc nous ne renoncerons à rien, ni à notre nationalité française, ni à notre détermination à combattre toutes ces formes de judéophobie. Je suis venue aussi notamment pour souligner qu'il n'y a eu aucun acte d'agression envers un musulman ou un Français commis par un juif. Et je tiens vraiment à le souligner qu'on n'est pas les agresseurs, on est les agressés. On a vu le voile levé à l'ancienne. Il y a pourtant des agressions que des militants de la Ligue de défense juive revendiquent. Comme dans ce clip, où ils ont filmé leurs opérations contre certaines personnalités choisies. Ouria Boutelja, la leader des indigènes de la République. Olivia Zemmour, du mouvement Euro-Palestine. Ou encore Jacob Cohen, un écrivain juif soutenant les réseaux antisionistes les plus radicaux. Et la LDJ ne se contente pas de repeindre agressivement ses adversaires. Sur ces images, des gros bras saccagent une librairie pro-palestinienne. Les Bris de Verre ont fait 7 blessés.
La cible, Alain Soral, l'écrivain d'extrême droite, colistier de Dieudonné, venu signer ses livres, ce qui semble désigner ses agresseurs. Est-ce qu'il vous dit que c'était des gens du État? C'était tellement explicite le mot d'ordre et les slogans, quoi. Avec des bras tendus, quasiment des bras tendus. Donc des nazis juifs, pour moi des nazis juifs. Il existe 2 pays où la LDJ est interdite. Aux États-Unis, le FBI la classe carrément parmi les organisations terroristes. C'est d'ailleurs là, en 1968, qu'est née la Ligue de défense juive. Elle y a constitué une sorte de milice qui patrouille dans les quartiers populaires pour, dit-elle, prévenir d'éventuelles agressions antisémites venant de la communauté noire. Et voici le fondateur de la LDJ, un rabbin très politique, Meir David Kahane. Il ne cache pas son mépris pour les organisations juives pacifistes, incapables à ses yeux d'empêcher l'antisémitisme. Meir Kahane sera assassiné en 1990 dans les rues de Manhattan par un fanatique islamiste. Il laisse derrière lui un mouvement juif qui ressemble à s'y méprendre à d'autres mouvements extrémistes. This is the first time in 11 years that we have reformed and regrouped, and this is the biggest camp that we've ever had. What we're doing here in this Kahanachai Camp Meir is we are training young Jews to defend themselves, to defend the Jewish community, to defend Jewish lives. As a result of the recent growth of anti-Semitism in the United States and throughout the world, there is an immediate need to train Jews to be professional fighters. La LDJ ne fait pas que s'entraîner face à l'antisémitisme. Elle défend une vision très fermée de l'identité juive. Sur son site américain, l'organisation dit combattre l'athéisme et refuse les mariages mixtes avec des non-juifs. La triste réalité est que l'assimilation et les mariages mixtes ont plus détruit l'âme juive que la plupart des persécutions et génocides dont notre peuple a souffert depuis la nuit des temps. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que la LDJ inquiète. Elle est interdite en Israël, où la Knesset peut dissoudre des mouvements incitant à la haine raciste. Or, il n'est pas rare que le sigle de la Ligue se retrouve au bas de tags incitant au meurtre des Arabes. Comme ici sur les murs d'un quartier d'Hébron. Une incitation à la haine qui est allée bien au-delà des mots le 25 février 1994. Ce jour-là, un fanatique juif, Baruch Goldstein, fait irruption dans le tombeau des patriarches et tue à bout portant plusieurs dizaines de Palestiniens de la ville d'Hébron. L'assassin est un ancien membre de la Ligue de défense juive qui assume de l'avoir compté dans ses rangs. Nous considérons le docteur Goldstein comme un martyr dans la lutte de la protection du judaïsme contre le terrorisme arabe. Et nous n'avons pas honte de dire que Goldstein était un membre fondateur de la Ligue de défense juive. Retour à Paris où, malgré des actions parfois violentes, la LDJ n'est pas interdite. Ses membres, souvent très jeunes, passent beaucoup de temps à s'entraîner au Krav Maga, une technique de combat utilisée par l'armée israélienne. On est là dans un but militant pour défendre une idéologie qui est la nôtre, quoi. On est là pour redresser l'image du juif, voilà, pour remontrer que les juifs ne sont pas des victimes, parce qu'aujourd'hui c'est une tendance qui semble s'instaurer. Et nous, on veut mettre un terme définitif à cette tendance. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réinstaurer une image du juif respectable. Voilà. Un entraînement destiné à former une milice qui encourage ses membres à faire justice soi-même en cas d'agression antisémite. On va plutôt voir du côté de la rue des Découfs. À tout à l'heure. Nous sommes dans le quartier du Marais, à Paris. Le chef du groupe se fait appeler Igal. Il nous présente la mission de ce soir. On nous a appelés parce qu'il y a eu des menaces. Il y a des commerçants qui ont reçu des menaces. Des gens qui les ont appelés, qui les ont traités de sales juifs et qui leur ont dit que ce soir il y allait avoir du monde ici. Qu'il allait avoir de la visite en gros. Et
Donc simplement on se déplace, on sécurise le quartier et au cas où il y a un problème, ben, on intervient. Le problème, c'est que cette milice privée dérape parfois. Il arrive que ses membres surentraînés attaquent en premier ceux qu'elle juge antisémites, mais aussi des juifs favorables à la paix avec les Palestiniens, sans doute ses pires ennemis. J'ai rendez-vous avec un homme que les militants de la LDJ ont agressé lors d'un colloque tenu à Paris en 2012, Ofer Bronstein. Il est franco-israélien et a reçu symboliquement un passeport palestinien pour son combat en faveur de la paix et son engagement au moment des accords d'Oslo. Ofer Bronstein, à votre avis, pourquoi la LDJ est si énervée par ce que vous représentez? Je pense qu'ils sont énervés par tout ce qui n'est pas ce que eux pensent et être la voix. C'est-à-dire être raciste, c'est leur voix, être intolérant, c'est leur voix, se dire pro-israélien bien plus que les Israéliens eux-mêmes, c'est leur voix. Je pense que le fait d'avoir accepté un passeport palestinien et de militer pour la paix depuis toujours les dérange. Qu'est-ce qui s'est passé à ce colloque qui était sur l'amitié franco-israélienne? Moi, je me suis rendu à ce colloque parce que l'amitié franco-israélienne, pour moi, c'est naturel. Je suis à la fois israélien, à la fois français. Donc cette amitié, je l'incarne personnellement. Et il était tout à fait naturel pour moi d'aller exprimer mon soutien à la fois pour Israël, à la fois pour la France, à la fois pour la relation entre les deux pays. Et ils ont voulu m'empêcher de rentrer dans la salle. Ils ont été violents physiquement, ils ont été violents verbalement. Et l'entourage était assez silencieux. Je pense que beaucoup de gens sont intimidés par leur haine, par leur violence. Et moi, je déplore pas seulement la violence physique et verbale dont j'ai été victime, mais je déplore le silence des autres. Vous souhaitez l'interdiction de la LDJ en France? Bien sûr. Je souhaite l'interdiction de toute organisation qui véhicule la haine. Et est-ce que vous comprenez que des juifs français soient parfois plus extrémistes que des Israéliens qui, eux, vivent au contact, pour le coup, de réalités beaucoup plus difficiles? Vous savez, le paradoxe, je vois des gens qui se disent pro-palestiniens en France, ou d'autres qui se disent pro-israéliens en France, qui véhiculent des idées beaucoup plus extrémistes que la majorité des Palestiniens ou que la majorité des Israéliens. Ils sont plus royalistes que les rois. Ceux qui se disent pro-palestiniens et qui véhiculent des idées négationnistes, qui véhiculent des idées antisémites, ne servent pas à la cause palestinienne. Au contraire, ils desservent la cause palestinienne. Et la plupart de mes amis palestiniens, qui sont la majorité des Palestiniens, en sont tout à fait conscients. Ils leur disent « Arrêtez !» Arrêtez. Et c'est pareil pour les juifs, ceux qui véhiculent des idées racistes, islamophobes, anti-palestiniennes, ne servent pas l'intérêt de l'État d'Israël. Et au-delà du conflit israélo-palestinien, est-ce que le fait de systématiquement confondre la critique d'une certaine politique menée en Israël avec de l'antisémitisme, ça ne renforce pas ou ça ne banalise pas l'antisémitisme? Mais bien sûr, il ne faut pas que les organisations juives fassent d'amalgame entre une critique légitime de la politique d'un gouvernement en Israël, quel que soit ce gouvernement, et l'antisémitisme. Sinon, tout le monde va devenir antisémite. Ce mélange des genres, c'était un peu notre prochaine étape. Des associations et des personnalités qui passent un peu facilement du combat légitime contre l'antisémitisme à la défense d'idéologies plus contestables. S'il existe un dîner censé incarner le lobbying d'associations juives sur le monde politique, c'est celui-ci, le dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Vous voyez, ici, artistes et politiques sont avec la communauté juive. Enrico Macias, vous venez chaque année à ce dîner du CRIF, c'est important pour vous d'être présent? Ben oui, parce que c'est quand même... le CRIF est une organisation très responsable de toute la communauté juive française. C'est pas le dernier salon où il faut être, mais en l'occurrence, la solidarité envers la communauté, l'amitié envers le peuple juif, dans les bons moments et dans les mauvais moments, il faut l'exprimer au banquet du CRIF. Pour un élu comme moi qui est celui de la Seine-Saint-Denis, c'est important
d'être aux côtés de tous nos compatriotes qui sont attachés aux valeurs de la République et qui veulent pouvoir prétendre à l'égalité. Ce rendez-vous fait beaucoup fantasmer. Il n'y a pourtant rien de choquant à ce que des politiques aillent dîner et dialoguer avec une association juive luttant contre l'antisémitisme. Mais il est vrai que le CRIF en profite parfois pour mélanger les dossiers et défendre la politique israélienne. Comme ce jour où Richard Prasquier a refusé l'entrée à certains partis soutenant le boycott d'Israël. Les partis qui officiellement ont poussé au boycott contre Israël, compte tenu, je le répète, de l'illégalité au regard de la loi du code pénal de ce boycott, nous avons estimé que nous ne devions pas les inviter pour le dîner. Ça veut dire, concrètement, le NPA de Olivier Besancenot, j'imagine. Les Verts. Les Verts. Le Parti communiste. On reproche souvent au CRIF d'avoir trop d'influence sur le débat français. Sauf qu'à en croire certains intellectuels ultra-sionistes comme Guy Millière, ce serait le contraire. L'Europe, et tout particulièrement la France, serait inféodée au monde arabe. Pourquoi y a-t-il au cœur de Paris un immense institut du monde arabe et pourquoi n'y a-t-il pas, par exemple, un institut du monde américain, puisque je dirais que, concrètement, on a beaucoup plus d'apports qui nous sont venus de la société américaine, ou un institut du monde occidental. C'est devenu quasiment tabou de parler du monde occidental. Je n'ose même pas imaginer qu'il y ait au cœur de Paris un institut du monde occidental. Donc il y a une attitude qui correspond à ce que Battier appelle la dimitude, c'est-à-dire une attitude de soumission préventive qui est en train de se dessiner et qui prend de plus en plus de place dans les sociétés européennes et dans la société française en particulier. Battior, c'est le nom de plume d'une auteure suisse très écoutée de certains milieux pro-israéliens. Elle a écrit un livre, Eurabia, qui dénonce un complot contre l'identité européenne au profit de l'islam. Eurabia, c'est une politique, c'est une idéologie. Et cette idéologie consiste à promouvoir la fusion des deux rives de la Méditerranée et pour cela de parvenir également à effacer l'identité des peuples européens. Moi, ce que j'ai étudié dans le livre d'Eurabia, j'ai étudié un autre phénomène qui est celui de la destruction de l'Europe et qui continue, qui est en phase avec un mouvement historique qui était celui de la destruction des nations judéo-chrétiennes par l'islam. Décidément, plus ce conflit pourrissait, plus la confusion des esprits gagnait. Même en Europe. Et chacun avait sa part de responsabilité. Pour en débattre, j'ai pris rendez-vous avec le président du CRIF, Richard Prasquier. Richard Prasquier, bonjour. Bonjour. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que le CRIF ne serait pas plus efficace dans la lutte contre l'antisémitisme s'il ne donnait pas le sentiment de mélanger les genres et de beaucoup défendre la politique d'Israël? Alors, il faut bien préciser les choses. Le CRIF ne défend pas telle ou telle politique de l'État d'Israël. Elle défend l'existence de l'État d'Israël, la possibilité pour l'État d'Israël de vivre en sécurité à l'intérieur de ses frontières. Et comme vous le savez, le CRIF défend une solution où il y aurait deux États, un État d'Israël qui est l'État du peuple juif et un État palestinien. Est-ce que le CRIF est dans son rôle quand il interdit à des partis politiques soutenant le boycott des produits israéliens de participer à son dîner? Le boycott est une arme illégale. Est une arme illégale dans notre législation. Ça, c'est connu, déterminé. Les tribunaux en ont décidé ainsi également et la loi est très très claire là-dessus. Très très claire. Le boycott est une arme qui n'est proposée que contre l'État d'Israël. Que contre l'État d'Israël. Avant, c'était contre la politique du gouvernement sud-africain. Et justement,
Et justement, il n'y a pas d'apartheid en Israël, c'est un scandale que de le dire. Ceux qui prônent le boycott, c'est justement pour que dans l'esprit des gens, il se forme l'idée qu'Israël, c'est l'équivalent de l'Afrique du Sud des années anciennes. Ça reste quand même préférable au fait de soutenir une résistance armée et terroriste. Et il y a quand même des partis politiques en France qui ont le droit d'être contre la politique israélienne. Mais moi, j'ai le droit de ne pas les inviter aussi au dîner du CRIF. Il y a un fait qui est évident, Richard Prasquet, c'est que l'antisémitisme reprend du poil de la bête en Europe. Mais il y a un autre racisme qui remonte, le racisme anti-arabe, le racisme anti-musulman. Et aujourd'hui, on a le sentiment que, par peur de l'islamisme, un certain nombre de partisans du sionisme, partisans d'Israël, eux aussi glissent. Je vous dirais que la détestation des musulmans, ce n'est certainement pas que le fait des juifs ou des sionistes, c'est le fait de toute petite minorité parmi eux. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur une chose. Il y a des mouvements palestiniens pour lesquels je suis sûr que certains de vos interlocuteurs précédents ont dit qu'ils étaient des mouvements tout à fait respectables, admirables, remarquables et qu'on les qualifiait à tort de terroristes. Je pense ici au Hamas, qui indique dans leur charte que le rôle des musulmans, le devoir des musulmans, quand les temps viendront, est de tuer les juifs. Les juifs, pas les Israéliens, les juifs. Je comprends parfaitement que vous soyez horrifié par ces consignes du Hamas, bien entendu. Mais est-ce que votre devoir, c'est pas avant tout de veiller à ce que justement des sionistes eux-mêmes ne dérapent pas vers des actions brutales? Je pense à la Ligue de défense juive qui agresse non seulement des antisionistes, mais qui agresse aussi des juifs partisans du processus de paix, comme Ofer Bronstein récemment. En ce qui concerne la LDJ, notre position a été toujours extrêmement claire. Extrêmement claire. Nous n'avons aucun contact, aucun rapport avec la LDJ et nous réprouvons totalement leur méthode. Que les choses soient claires, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, et si vous ne le savez pas, je vous rapporte, je vous conseille de lire ce qu'on dit de moi, de nous, du CRIF, à l'intérieur du site de la LDJ, et vous en serez convaincus. Une dernière question sur les médias. Pour vous, les médias français véhiculent l'antisémitisme en France? Il ne faut pas dire les médias, bien entendu, c'est comme tout, de toute façon, il ne faut jamais dire les de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit, ou de quelque groupe que ce soit. Il ne faut pas dire les musulmans, les juifs, les arabes, les médias, les journalistes. Mais il y a effectivement une espèce de doxa prédominante à l'intérieur du monde médiatique. C'est une doxa qui privilégie ceux qui luttent contre les Américains, ceux qui luttent contre Israël, parce que Israël, c'est une espèce de symbole du colonialisme, ce colonialisme que l'on aborde. Et le camp dans lequel il faut être, c'est le camp du faible, c'est le camp, comme je vous l'ai dit, de l'opprimé, du colonisé, etc., etc. Donc c'est le camp anti-israélien. Les antisionistes et les pro-sionistes semblent au moins d'accord sur un point. Maudire la presse tant que le conflit israélo-palestinien durera. Et le problème, c'est qu'il peut durer un moment. En attendant, importer sa violence et ses propagandes n'aide sûrement pas à précipiter la paix. Bien au contraire. Il éloigne chaque jour un peu plus des citoyens qui ont pourtant un avenir commun en France.